Micro, ça s'allume. Ah oui, pardon. Bien, mes chers collègues, avec quelques minutes de retard, nous auditionnons aujourd'hui les représentants des syndicats de magistrats. Donc, je souhaite la bienvenue à Madame Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature. Vous m'excusez par avance si j'écorche un certain nombre de noms, ça devrait aller, mais je préfère m'excuser par avance. Voilà. Madame Béatrice Brugère, secrétaire nationale d'unité magistrat Force ouvrière, accompagnée de Madame Delphine Blot, membre du Conseil national. Monsieur Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, accompagné de Monsieur Aurélien Martini, secrétaire général adjoint. Donc, mesdames, messieurs, tout d'abord, j'excuse le rapporteur de notre commission qui, pour des raisons d'urgence liées au débat autour des retraites, puisqu'il est président de groupe, ne commencera pas avec nous, mais va nous rejoindre durant l'audition. Comme vous le savez, notre commission d'enquête a donc été créée à la suite de l'agression mortelle dont a été victime Yvan Colonne à la maison centrale d'Arles, assassiné par l'un de ses co-détenus, Franck Elongabé. Évidemment, même si vous ne disposez pas d'un accès privilégié au dossier en dehors des éléments qui ont pu être rendus publics dans la presse ou dans le rapport de l'inspection générale de justice, nous souhaiterions aussi vous entendre, connaître votre point de vue de représentants syndicaux à la lumière des faits qui se sont produits ou de ce que vous en connaissez. De manière générique, au-delà de ce cas qui nous occupe grandement, confère la conférence de presse que nous avons tenue ce matin avec le rapporteur, nous souhaiterions avoir votre appréciation quant à la charge de travail des magistrats et des moyens dont ils disposent, notamment pour assurer évidemment globalement le suivi des personnes détenues. Nous avons reçu la représentante de l'Association nationale des juges de l'application des peines, mais peut-être pourrez-vous nous apporter d'autres éclairages et d'autres compléments à cette audition. Nous nous intéressons évidemment également, puisque c'est aussi un des points du dossier qui nous occupe dans ce qu'on regarde des faits qui se sont tenus le 2 mars, mais pas simplement aux relations que les magistrats entretiennent ou n'entretiennent pas avec les différents acteurs de l'administration pénitentiaire, qu'il s'agisse des directions d'établissement, des services pénitentiaires d'insertion de probation ou du renseignement pénitentiaire. Êtes-vous informé, par exemple, ou associé à l'évolution du parcours carcéral des détenus? Si oui, à quel niveau et dans quelle mesure? Et puis, nous souhaiterions faire le point sur la politique en vigueur s'agissant des réductions de peine dont les détenus sont susceptibles de bénéficier. Nous sommes intéressés de recueillir votre point de vue sur le régime applicable et son évolution. Plus spécifiquement, les critères en vigueur vous semblent-ils adaptés au cas de certains profils complexes, puisque c'est l'objet aussi de notre commission d'enquête, comme les détenus radicalisés ou condamnés pour terrorisme islamiste. Donc, le rapporteur n'étant pas encore là parmi nous, je vais procéder évidemment à la prestation de serment. Mesdames, messieurs, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie donc de successivement d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Bien, merci. Nous vous cédons maintenant la parole pour l'exposé d'une dizaine de minutes. Donc, qui souhaite commencer? Qui commence à intervenir? Si vous le souhaitez, je peux commencer, Monsieur le Président. À votre convenance. Si mes collègues en sont d'accord. Traditionnellement, c'est l'USM qui commence, mais ce n'est qu'une tradition, puisque, je le rappelle, l'USM, l'Union syndicale des magistrats, est le syndicat
majoritaire de la profession, apolitique, pragmatique, je le pense, et attaché à la défense tant des intérêts des magistrats, mais également de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir invités. Moi-même, j'ai été secrétaire général de l'USM, j'en suis le président depuis quelques mois, mais il se trouve que par un hasard, heureux ou malheureux, je ne sais pas, j'ai également été magistrat en administration centrale, et à ce titre, j'ai été à la direction de l'administration pénitentiaire, et notamment, j'ai été adjoint chef de bureau au BRP à l'époque, ce qui est devenu plus tard le BCRP, puis le SNRP. Tout d'abord, je souhaite affirmer que le décès d'une personne placée sous main de justice en détention, quelles qu'en soient les circonstances, est un drame absolu pour l'ensemble des personnes concernées, au premier rang desquelles les familles, et c'est également un échec pour l'institution pénitentiaire. L'échec ici semble apparaître d'autant plus grand qu'il s'agissait de deux profils qui étaient dans les radars de cette administration en qualité de DPS. Lorsque mon bureau a reçu votre convocation et la convocation des organisations syndicales de magistrats, Monsieur le Président, opportunité de cette convocation qui vous revient et que je n'ai pas à commenter, je me suis posé la question de la légitimité de notre syndicat de venir s'exprimer sur les thématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, et notamment en lisant le questionnaire que vous avez eu la gentillesse de nous adresser, parce que, somme toute, en m'attelant à la lecture des pièces qui étaient accessibles, et notamment au rapport de l'inspection générale de la justice, dont je salue ici le travail, je me suis interrogé sur la place du judiciaire dans cette problématique. Pour quelles raisons je me suis interrogé ? D'une part, il s'agissait avant tout d'une prise en charge administrative de ces personnes condamnées définitivement et non pas d'une prise en charge judiciaire. S'agissant de condamnés définitifs, le régime et les conditions de détention appartenaient avant toute chose à l'administration pénitentiaire. Les décisions contestées et objets de vos légitimes questionnements sont ici de l'ordre de l'administratif, à savoir la prise en charge et le suivi en détention, notamment sous l'angle de la discipline, le bon ordre, comme on dit en détention, de la sécurité et du renseignement. Est-ce que ces prises en charge ont été efficaces en fonction des alertes et des moyens dont l'administration pénitentiaire disposait ? Par ailleurs, et j'ai bien compris que c'était le sens de votre questionnement également, votre commission, le maintien du statut de DPS d'Ivan Colonna se justifiait-il ? Ce sont toutes des décisions administratives et parfois, il faut bien le dire et le reconnaître, politiques, puisqu'elles remontent au ministre ou sont prises par le ministre lui-même, que ce soit le ministre en exercice ou le Premier ministre lorsque celui-ci est empêché par un conflit d'intérêts, comme c'est le cas aujourd'hui. D'autre part, je me suis posé la question de légitimité sous l'angle du fait qu'il ne saurait être question pour l'Union syndicale des magistrats d'apprécier, de commenter ou de critiquer, ainsi que votre questionnaire semblait parfois nous y inviter, des actes ou des activités juridictionnelles, et ce, d'autant moins que nous n'avons pas accès au dossier. Il me paraît important de rappeler deux choses concernant notre ministère, qui ne se retrouvent pas dans l'ensemble des ministères, qu'ils soient régaliens ou non. Notre ministère incarne à la fois l'autorité judiciaire, d'aucuns diront le pouvoir judiciaire, mais notre Constitution dit l'autorité judiciaire, et gère administrativement ceux qui la composent, cette autorité, les juges, les procureurs. Mais c'est également une administration qui gère un service public. Cette double nature le démarque des autres ministères. Comme administration, il constitue une administration très pyramidale, et notamment dans certaines de ses directions. Je pense à la DAP, la direction d'administration pénitentiaire, qui est une direction particulièrement verticale, pyramidale. Au sommet de cette pyramide, il y a une personne, une autorité politique, qui est le garde des Sceaux.
Sur les sujets qu'on traite aujourd'hui, ce sont des sujets, comme je l'ai dit, qui étaient suivis par l'autorité administrative et qui faisaient l'objet d'un suivi, d'une attention particulière de l'autorité politique. Ce sont des sujets, on va tous s'accorder là-dessus, qui sont des sujets particulièrement sensibles et inflammables. La difficulté aujourd'hui, dans le cas de notre garde des Sceaux actuel, c'est que effectivement, du fait d'un certain nombre de décrets et de déports, celui-ci ne peut plus connaître des dossiers corses, et ceux-ci sont gérés par le Premier ministre avec l'aide de son cabinet et de son conseiller justice. Je voudrais également rappeler que la sécurité publique, c'est avant tout le travail des FSI, des forces de sécurité intérieure, avec un point de débat de détail qui peut porter sur le fait de savoir si l'admission pénitentiaire est ou non, et notamment les surveillants, la troisième ou quatrième force de sécurité intérieure après les polices municipales. L'institution judiciaire participe à cette sécurité publique, puisque je rappelle que notre code pénal, dans son article 130-1, rappelle que le sens de la peine et la dimension du jugement obéit à plusieurs impératifs, celui de punir et de sanctionner, mais aussi de traiter le risque de récidive et inciter les personnes qui ont commis une infraction à la désistance et à la réinsertion, et ainsi protéger la société. Donc la justice, effectivement, protège la société, mais pas au même titre, au même niveau que les forces de sécurité intérieure. Le rôle de la justice, c'est également de rétablir l'équilibre social lorsque celui-ci a été rompu, et également rétablir la victime dans ses droits. Ceci étant, on l'aura tous noté, de plus en plus, la justice concourt à la surveillance post-peine, surtout pour les publics terroristes, avec la multiplication de mesures de sûreté judiciaire, lesquelles viennent parfois en concurrence avec les mesures de sûreté administrative. J'en profite pour rappeler que la logique du renseignement, de l'anticipation, a irrigué l'action judiciaire. Habituellement, l'action judiciaire, c'était déterminer, interpeller l'auteur d'une infraction, le traduire en justice, le juger. De plus en plus, le champ du judiciaire s'est déplacé avant l'infraction, puisqu'on incrimine de plus en plus des actes préparatoires assez haut et assez loin dans la préparation d'un schéma criminel. Et également, on va de plus en plus loin, puisque dorénavant, et notamment en terrorisme, la justice doit assurer un suivi post-peine de plus en plus serré, de plus en plus important. Comme nous l'écrivions dans une note de juillet 2020, à l'occasion d'un projet de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes, on note, du point de vue de l'USM, que l'on confie de plus en plus aux juges d'application des peines, en réalité, la responsabilité de mesures administratives, de suivi, de sécurité, de sûreté, sans lui donner les moyens d'une réelle réinsertion des personnes condamnées ayant purgé leur peine. Rapidement pour conclure cette introduction, parce que je pense que le champ des questions sera sans doute le plus intéressant aujourd'hui. Vous nous avez demandé quelles difficultés en organisation judiciaire, selon nous, ont été mises en lumière par les circonstances qui ont conduit à l'agression mortelle du 2 mars 2022. À mon sens, pas plus que l'IGJ, je n'en décèle particulièrement, s'agissant des difficultés judiciaires. Sauf à me dire lesquelles vous voyez précisément, et à ce compte-là, je pourrais peut-être vous y répondre, mais de façon générale, je n'en décèle pas. Je ne dis pas cela par corporatisme, je le dis par rapport aux éléments épars dont j'ai pu avoir connaissance. Plus généralement, les difficultés de l'autorité et non de l'organisation judiciaire sont immenses au vu de son état de délabrement. Cet état de délabrement a longtemps été nié par le politique, parfois ignoré par vos assemblées, et il est acté depuis les conclusions du rapport Sauvé qui donne suite aux États généraux de la justice. Je ne rappellerai pas les chiffres de la CEPEJ que vous connaissez fort bien, mais il n'y a pas que le nombre de magistrats qui pose une difficulté, il y a également les applicatifs justice, et encore récemment, puisqu'on parle de
suivi de personnes condamnées, notre applicatif justice qui s'appelle API ou A2PI, suivant comment on prononce l'acronyme, et qui permet de communiquer au quotidien entre les SPIP et les services d'application des peines, est récemment et pendant plusieurs jours tombé en drapeau, ne fonctionnant plus. Combien de données communiquées par les SPIP en direction des JAP ont été perdues à cette occasion? Je n'en sais rien. Combien d'incidents ainsi communiqués en JAP n'ont pas pu être traités dans l'immédiateté, voire pas traités du tout? Je n'en sais rien. Mais là, clairement, c'est notre quotidien, c'est les difficultés auxquelles nos collègues sont confrontés tous les jours. De même, s'agissant des terroristes, qu'ils soient terroristes islamistes, les TIS comme on les appelle, ou plus classiquement les terroristes nationaux, la compétence exclusive est celle des JAPAT, si vous le savez, mais également de la chape de Paris. Or, la chape de Paris dont on parle aujourd'hui, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 2 présidents et entre 3 et 4 conseillers. C'est-à-dire que cette chape de Paris doit à la fois gérer le travail de 60 JAP sur le ressort de Paris, une soixantaine de JAP environ, des très gros établissements pénitentiaires, mais en plus doit traiter le contentieux très technique et très complexe des terreaux. Et je dis entre 3 et 4 conseillers parce que ce nombre de conseillers a varié. Je sais qu'à un moment donné, ce poste a été mis en mouvement, offert aux collègues, et il n'a pas pu être pourvu, à tel point que, me semble-t-il, c'est le premier président de la Cour d'appel de Paris qui a dû décider de nommer un collègue sur ses effectifs pour venir compléter cette chambre. Pourtant, nous sommes dans un domaine qui appelle à l'hyperspécialisation des collègues. La JAPRI, quand j'ai commencé la magistrature il y a 30 ans, c'était une demi-DE, c'est-à-dire une demi-direction d'études à l'ENM. Ça tenait dans un dé à coudre. Maintenant, la JAPRI est devenue un droit très complexe, sans doute le plus technique et le plus complexe des droits qui sont enseignés à l'ENM. La même question se pose pour la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur Paris. Cette commission doit être automatiquement saisie par la CHAP, par la chambre qui juge effectivement les dossiers d'application des peines, lorsque l'on veut sortir un terreau en fin de peine et aménager sa peine. Cette CHAP, cette commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, cette CPMS, comme on l'appelle, elle est disciplinaire, mais il faut savoir qu'à ce jour, elle fonctionne grâce notamment à des magistrats honoraires. Alors, on ne passe pas dire ce que je n'ai pas dit. Je remercie ces collègues honoraires de venir composer, d'apporter leur expérience à cette commission pluridisciplinaire. Mais on est quand même là au cœur du réacteur nucléaire en matière de suivi de terroristes. Ça se fait grâce à l'apport de nos collègues honoraires. Plus généralement, le poste potentiel est malheureusement souvent oublié ou le parent pauvre de la justice. C'est au bout de la chaîne je suis déjà en bout de chaîne, le poste potentiel, c'est le bout du bout de la chaîne. Pour s'en persuader, regardons la situation de nos collègues juges des enfants. Il faut le savoir, les juges des enfants sont les JAP, les juges d'application des peines des mineurs. Souvent, cette compétence pour nos collègues dans leur cabinet est résiduelle, voire pas investie, faute de temps, outre l'hyperspécialisation que demande désormais la JAPRI. Je propose, pour le reste, j'aurais bien d'autres choses à développer, mais je ne veux pas être trop long, Monsieur le Président. Simplement, comme je vous le disais, sur les questions portant plus particulièrement, notamment sur les avis réservés, très réservés des autorités judiciaires dans ce dossier-là, je pourrais vous en parler de façon générale, suivant les questions que vous nous poserez, mais je ne pourrais pas, et vous le comprendrez bien, rentrer dans le fond du dossier que je ne connais pas. Je vous remercie. Merci. Nous reviendrons sur ce point quand même malgré tout, mais la parole est effectivement qui veut la prendre de ces dames. Merci, Monsieur le Président. Madame Reflet. Oui. Merci, Mesdames, Messieurs.
Donc, je suis moi aussi magistrate de l'ordre judiciaire et donc conseillère à la Cour d'appel d'Angers. Et donc, je m'exprime aujourd'hui devant vous en ma qualité de présidente du syndicat de la magistrature, qui est donc une autre organisation syndicale de magistrats, dont l'objet est également de veiller à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance et d'agir pour la défense des libertés et des principes démocratiques et de défendre les intérêts professionnels des membres du corps judiciaire. Je précise, comme l'a fait mon collègue, notre organisation syndicale n'a bien sûr pas vocation à émettre un avis utile ou qualifié sur les décisions de ses collègues prises dans des affaires individuelles. Alors pour mon propos liminaire, moi j'ai plutôt choisi de me baser sur le questionnaire que vous nous avez adressé, donc peut-être de rentrer directement davantage sur le dossier qui vous occupe. Néanmoins, à titre liminaire, j'indique qu'il est particulièrement important aux yeux de notre organisation syndicale que la représentation nationale s'intéresse aux questions touchant à la justice en général, bien sûr, mais singulièrement à la question de l'exécution des peines et de la prise en charge des personnes détenues, qui est une question qui est au centre de nos préoccupations au syndicat de la magistrature. Et donc, effectivement, moi aussi, je vous adresse nos remerciements pour avoir décidé de nous entendre dans le cadre de cette commission d'enquête. J'ajoute que si nous avons à cœur de vous aider à comprendre pour l'améliorer, un système qui manifestement a dysfonctionné, il est délicat de disséquer un événement aussi dramatique que celui ayant conduit donc à la mort violente d'une personne en milieu carcéral avec une vision systémique, mais c'est celle que j'essaierai d'avoir, car il y a une instruction en cours chargée de faire toute la lumière sur ce crime et d'établir les responsabilités individuelles. Et donc ça expliquera sans doute ma prudence peut-être dans certaines réponses. Alors, pour commencer, vous nous avez demandé sur quels éléments notre organisation souhaitait attirer l'attention de la commission d'enquête. Là-dessus, je dirais donc que le rapport de l'inspection générale de la justice auquel donc nous avons eu accès permet de comprendre l'enchaînement dramatique des faits qui donc ont conduit à l'agression mortelle d'Ivan Colonna. On ne va pas débattre de la question de la responsabilité de l'État qui a failli dans sa mission de garantir la sécurité d'une personne détenue, et il y a également des manquements individuels qui sont pointés dans le rapport de l'inspection générale de la justice, qui n'est pas du tout mon sujet, qui ne sera pas du tout mon sujet. Votre mission interroge légitimement, me semble-t-il, la présence à la maison centrale d'Arles, tant de M. Elongabé, au travers des questions que vous posez sur n'aurait-il pas dû passer en quartier d'évaluation de la radicalisation et donc éventuellement être affecté ailleurs, que celle d'Ivan Colonna, puisque son statut de détenu particulièrement signalé le clouait en maison centrale. Et donc vous vous interrogez, au travers des questions que vous nous avez transmises et des auditions que j'ai pu regarder, sur la légitimité de ce statut qui s'appliquait à lui encore au moment de sa mort. Deux points sur lesquels nous souhaitons attirer l'attention de votre commission. Le premier, c'est le fait que, et c'est la septième question de votre questionnaire, mais pour nous elle est essentielle, c'est le fait que les catégories pénitentiaires telles que celles de détenus particulièrement signalés, mais aussi TIS, DCSR, enfin voilà, un certain nombre de catégories pénitentiaires qui permettent à l'administration de déterminer un régime de détention dérogatoire du droit commun de façon quasi discrétionnaire, contrarie l'individualisation des peines, qui est un objectif assigné à l'autorité judiciaire, au juge, mais également à l'administration pénitentiaire en vertu de la loi. La situation que vous examinez, je trouve, à cet égard, est archétypale. Rien de commun entre les profils pénitentiaires, je dirais, au temps de l'événement, sans remonter très loin, entre les deux personnes détenues. On leur applique le même régime. Enfin, cette même étiquette DPS. Et les catégories pénitentiaires, il faut le savoir, font obstacle à la nécessité de personnaliser la prise en charge et le suivi des personnes. Si on veut qu'un détenu, comme Ivan Colonna, puisque vous vous intéressez à sa situation, mais il y en a beaucoup d'autres, après presque 20 ans passés en détention, qui ne présentait plus de risque d'évasion, n'a pas participé à un mouvement collectif, classé au service général, enfin toutes ces informations qui sont disponibles dans le rapport de l'inspection, puissent bénéficier d'un rapprochement familial qui limite les atteintes à sa vie privée et familiale, c'est la question que vous posez, il faut qu'il puisse avoir un régime de détention adapté.
Et donc, le statut de détenu particulièrement signalé, qui est décidé en début de parcours pénal pour des raisons qui peuvent paraître légitimes, génère de l'automaticité. Et donc, c'est important pour nous de vous le dire. L'administration, souvent, ne veut pas prendre de risques. Mon collègue a développé un peu les raisons aussi dans la chaîne de décision qui peuvent concourir à cette absence de prise de risque. Et pour l'autorité judiciaire qui n'est pas décisionnaire, le traitement est parfois, je pense, un peu administratif. Moi, vous avez procédé à l'audition que j'ai écoutée du directeur des affaires criminelles et des grâces qui se trouve avoir été au parquet national antiterroriste, et il vous a apporté des réponses sur le fait que c'était pas beaucoup discuté finalement l'opportunité de lever ou pas l'inscription au répertoire DPS. Donc voilà, pour aller un peu plus loin, certaines personnes auditionnées m'ont répondu à la question que je soulève de nouveau: a-t-on besoin de ce répertoire DPS, en disant qu'on ne pouvait pas se passer ce statut, même si le faible nombre de détenus laisse penser qu'il n'est pas utilisé de manière excessive, puisque le directeur de l'administration pénitentiaire a indiqué que c'était 250 personnes, donc sur 72 000 détenus, c'est peu. Néanmoins, vous a-t-on démontré son utilité ? Le service national du renseignement pénitentiaire a indiqué que pour eux, par exemple, ce statut était trop large et qu'ils allaient piocher au sein de ces DPS les personnes détenues qui les intéressaient. Et donc nous pensons que l'administration pénitentiaire pourrait tout à fait réfléchir à un système où elle peut suivre ces détenus sans les catégoriser et sans générer cette automaticité. Il y en a quelques-uns par établissement pénitentiaire. Et je dis ça sans angélisme, vraiment. Il y a des mesures coercitives, plus coercitives, qui sont indispensables pour certains détenus, c'est une évidence. Mais l'absence de statut DPS n'empêche pas de placer un détenu à l'isolement, de le transférer, de fouiller sa cellule plus minutieusement. Et nous suivons comme magistrats des détenus qui sont majoritairement non signalés et qui font l'objet de ces mesures très fréquemment. Si collectivement on estime qu'on ne peut pas se passer de ce statut, il faut savoir ce que ça veut dire dans la réalité. Donc voilà, il faut que votre commission en soit consciente. Ce sont des atteintes aux droits plus importantes que celles qui sont inhérentes à la détention. Et le contrôle du juge, qui est un contrôle du juge administratif, est un contrôle a posteriori qui n'est pas suffisant. Donc c'est une question très contemporaine. Aujourd'hui, notre système pénal et pénitentiaire organise un régime ultra coercitif pour protéger la société contre les individus les plus dangereux et en fait ne permet pas toujours à ces individus d'avoir une place autre que celle qui leur est assignée. Deuxième remarque qui paraît importante dans ce propos liminaire, la situation de Franck Elongabé qui soulève une question tout aussi essentielle, qui est, je dirais, un peu de l'autre côté du spectre de la dangerosité. Il s'agit d'un individu très dangereux sur le plan criminologique. Il y a beaucoup de choses pareilles dans le rapport, ce qui caractérise la violence, la réitération, au regard de son comportement en détention, de nombreux actes violents. Et la question est comment l'administration, sachant que dans sa situation, il y avait une fin de peine qui se profilait, donc ça c'est vraiment une tâche extrêmement difficile qui est posée et à l'administration pénitentiaire et aux juges pour ce type de profil. Comment on gère des individus comme ça très dangereux en prison, et on les gère aujourd'hui par la coercition. On voit bien que ce détenu a fait l'objet de mesures d'isolement très, très importantes. On demande un peu à l'administration pénitentiaire de se débrouiller avec ça. Je trouve qu'il y a une question qui a été peu explorée et qui mériterait de l'être, qui est quel était le profil psychiatrique de ce détenu. Quel a été son parcours de soins en détention. C'est le service public hospitalier qui est chargé des soins en prison. Et je pense qu'il faut aussi s'interroger à la question pourquoi Franck Elongabé n'a pas été orienté en CAIR, à laquelle un certain nombre de personnes vous ont apporté des réponses. Moi, j'aurais envie d'ajouter cette question quel a été son parcours de soins et qu'est-ce qu'on a essayé de faire du côté du trouble psychiatrique. C'est une question, je trouve, qui ressort de ces différentes auditions. Sur la question des difficultés dans l'organisation judiciaire que vous avez posée, moi, ma réponse sera la même que celle qui a été faite par mon collègue. Pour nous, à la lecture des éléments auxquels on a eu accès, il n'y a pas de difficulté dans l'organisation judiciaire qui a été mise en lumière par les circonstances des faits telles qu'elles ressortent de ce rapport. Vous avez également posé la question, donc je vais aller aussi sur cette question-là, sur les avis des juges, des autorités judiciaires. Alors, je ne vais pas me prononcer sur les avis qui ont été émis, mais je vais faire une remarque d'ordre général. Ce que nous dit l'inspection générale de la justice,
c'est que les autorités judiciaires ont été amenées à donner un avis qui n'était pas prévu, donc non fondé en droit, et qui ne liait pas l'administration, évidemment, et que c'est cet avis qui a pourtant prévalu. 2 remarques d'ordre général. Si l'administration demande un avis non obligatoire et décide de le suivre plutôt que les avis obligatoires, c'est la responsabilité de l'administration. Donc c'est voilà, l'autorité décisionnaire. Hein. Comme juge, on est régulièrement amené à demander des avis qui sont prévus si on préfère voilà, demander l'avis d'une autorité qui n'a pas à donner son avis et qu'on décide de faire prévaloir ça dans notre décision. C'est après la motivation de notre décision qui va permettre de contrôler les motifs qui ont prévalu dans la prise de décision. Et d'autre part, je pense que c'est important d'avoir en tête que ce que prévoient les textes sur le recueil d'avis des autorités judiciaires, c'est un recueil d'avis qui concerne le volet judiciaire de l'exécution de la peine. Et donc, quand on demande l'avis de l'autorité judiciaire pour savoir si un détenu doit être transféré, orienté dans tel ou tel quartier, ou que sais-je, pour une décision administrative, ce qui légitime l'avis de l'autorité judiciaire, c'est pas sa capacité à regarder les éléments d'un comportement en détention et de dire quelle conclusion il faut en tirer. Ça, on n'a pas compétence particulière pour ça. Nous, notre compétence, c'est plutôt l'aspect judiciaire. Je vous disais, donc, est-ce qu'il y a une enquête en cours qui fait obstacle à un projet de transfert dans un autre quartier? Est-ce qu'il y a un projet d'aménagement de peine en cours? Est-ce qu'il y a une expertise dans une procédure judiciaire? Voilà, là on est légitime à dire non, c'est pas le bon moment, ou oui, c'est le bon moment. Voilà, donc là, ce qui a été fait, c'est demander l'avis qui n'était pas forcément prévu, donc on ne peut faire que des hypothèses. Je crois que vous avez prévu d'entendre les collègues qui apporteront les réponses qu'ils souhaitent apporter. Je dirais quand même que de manière un peu générale, les dispositions applicables peuvent être source de confusion, puisque s'agissant d'un transfert de droit commun, l'avis de l'autorité judiciaire est prévu, que s'agissant donc de l'orientation en CAIR, ça n'était pas le cas, et que tout ça se fait avec un même logiciel qui est donc, en fait, on renseigne un dossier d'orientation et de transfèrement, qui est donc régi par les dispositions du code pénitentiaire. Et dans ce dossier d'orientation et de transfèrement, il y a l'avis des autorités judiciaires. Donc voilà, il y a aussi peut-être une source de confusion dans l'outil qui est utilisé sur le recueil des avis de l'autorité judiciaire. Sur les réductions de peine accordées et la prise en charge judiciaire, je ne me prononcerai pas pour toujours les mêmes raisons, puisqu'il s'agit d'une appréciation individuelle qui a été portée par l'autorité du judiciaire. Donc là-dessus, je ne répondrai pas. Et puis, je me presse de terminer mon propos sur voilà, qui va rejoindre un peu ce que je disais en introduction. Vous nous demandez quelles seraient nos préconisations pour tirer les leçons de ce drame. Donc, sur la question de l'évaluation de la dangerosité, voilà, je vous renvoie à ce que je vous disais sur la question des statuts spécifiques. Peut-être que le législateur pourrait quand même se pencher, il y a déjà d'ailleurs une décision du Conseil constitutionnel l'invitant à le faire, pourrait se pencher sur les conséquences sur les droits en détention des personnes détenues attachées à un régime qui est décidé par l'autorité administrative. Est-ce que vraiment l'autorité administrative doit de façon trop discrétionnaire décider de régime et puis avec des conséquences qui après semblent figées, et il nous faut progresser sur la question de l'accès aux soins, me semble-t-il, des personnes détenues. Voilà, je m'arrêterai là pour ce propos introductif. Merci. Je vous en prie, Madame Bougère. Je vous remercie. Donc, je pense que c'est une introduction qui se transforme en présentation, si j'ai bien compris. Donc, je vais essayer de faire à peu près la même chose. Je vous remercie pour cette audition. Donc, je représente le syndicat Unité Magistrats FO. Nous avons, en tant qu'organisation syndicale, évidemment les mêmes objectifs que les 2 autres syndicats, mais nous avons une singularité puisque nous sommes les seuls à faire partie d'une confédération où nous avons une représentation très importante dans l'administration pénitentiaire. Et donc, nous avons une forme de transversalité, ce qui fait que nous travaillons beaucoup en synergie et non pas en silo, ce qui est assez singulier au sein du ministère de la Justice, comme nous avons pu le voir dans cette enquête qui est la vôtre, et qui est aussi la difficulté majeure, souvent, des dysfonctionnements qu'on peut voir ci et là. Alors,
Sur cette commission d'enquête, dont nous avons compris tout à fait l'intérêt, puisqu'elle s'inscrit, j'imagine, dans le champ direct de l'article L7 du Code pénitentiaire, que vous connaissez, qui met à la charge de l'administration pénitentiaire le fait d'assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tout lieu collectif et individuel. Ça n'a pas été le cas. Et donc, cette commission d'enquête a toute sa légitimité. Je pense que nous, en tant qu'organisation syndicale, évidemment, notre propos est un propos un peu sur une ligne de crête, comme l'a dit mon collègue, et interroge aussi parfois notre capacité à vous répondre. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vous répondre, c'est parfois qu'on n'a pas les éléments, tout simplement, pour pouvoir vous donner peut-être satisfaction sur toutes vos interrogations. Pour autant, il y a pas mal de choses à dire sur cette commission d'enquête. Et toujours dans le prologue ou la présentation de notre syndicat, j'insisterai sur deux choses. D'abord, notre syndicat a été le seul, à l'époque, c'était Jean-Jacques Urvoas, je crois que vous l'avez entendu, à militer, puisque c'était le cas, pour le renseignement pénitentiaire. Nous avons toujours pensé que le renseignement pénitentiaire était quelque chose d'extrêmement important au moment où ça a été voté en 2015 et 2016 plus exactement. Et à l'époque, le garde des Sceaux précédent, qui était Christiane Taubira, était plutôt opposé d'ailleurs à cette vision du renseignement pénitentiaire, estimant qu'il y avait peut-être une confusion à mettre du renseignement dans une administration qui était là plus pour faire de la réinsertion, de la sécurité, de la protection et peut-être pas du renseignement. Aujourd'hui, le renseignement pénitentiaire a gagné toute sa légitimité. Je ne suis pas sûre qu'il ait gagné toute son opérationnalité ou son opérabilité. En tout cas, c'est ce qui ressort peut-être aussi des auditions que vous avez vues. Et pourtant, c'est bien l'enjeu majeur sur les profils qui sont des profils dont j'ai vu parfois qu'on disait de haut du spectre ou extrêmement dangereux, peu importe les mots qu'on utilise. Parce que finalement, à quoi sert de faire du renseignement pénitentiaire si celui-ci n'est pas partagé avec les bonnes personnes et n'est pas utilisé au bon moment pour éviter peut-être des drames ou en tout cas pour être opérationnel. Donc ce renseignement et son organisation, la façon dont il est récolté, la façon dont il est partagé est un enjeu majeur, il me semble. Et là-dessus, on a des choses à dire, nous, les magistrats, bien sûr, puisqu'on participe, et même s'il y a un côté très administratif et que l'administration pénitentiaire a un rôle important, on n'est pas à la marge non plus par rapport au renseignement pénitentiaire. Or, il ressort très clairement des auditions que vous avez déjà pu faire, c'est que ce renseignement sur la dangerosité, sur les éléments qui doivent être intéressants pour la gestion des détenus dangereux, ce renseignement n'est pas toujours partagé, y compris du côté des magistrats. Alors les magistrats, évidemment, c'est surtout les JAP, enfin, ce qu'on appelle les JAPAT, puisque eux-mêmes ne sont pas récipiendaires parfois de ce renseignement. Mais on voit aussi qu'au sein de l'organisation de la détention, il semblerait qu'aussi ça ne soit pas très clair non plus sur ce partage de renseignements de toutes les auditions que vous avez pu avoir, sur le délégué du renseignement territorial, sur l'administration, sur l'administration régionale, centrale, également sur les chefs d'établissement. Tout le monde ne semble pas avoir eu tous les renseignements, et je ne parle pas aussi des renseignements qui sont avec les services du premier cercle, c'est-à-dire la DGSI aussi, qui sont impactés, et évidemment aussi le parquet national antiterroriste. Ça, je pense que c'est un sujet majeur, un sujet extrêmement important, et c'est vrai que votre commission d'enquête, au détour du drame qui est celle de la mort de quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir, puisque, encore une fois, l'article L7 rappelle que quelqu'un qui est sous main de justice doit bénéficier d'une sécurité réelle, pas une sécurité de papier. Ce renseignement et son organisation méritent sans doute un débat et peut-être des préconisations qui seront faites par votre commission sur son partage et sur la manière dont il peut être utilisé de façon utile et pertinente. Sur vos premières, vos premières questions,
Sur quels éléments notre organisation souhaite attirer l'attention de votre commission? Bien, je crois que c'est ça, c'est-à-dire l'organisation du renseignement. Évidemment, je ne vais pas redire ce qui a été dit aussi par mon collègue de l'USM, à savoir que la justice n'a sans doute pas tous les moyens, ni sur le plan humain ou sur le plan organisationnel, sur le plan technologique, pour faire face à ces missions. C'est une réalité, mais c'est une réalité qui est sans doute pas opposable aujourd'hui à votre commission d'enquête en réalité. Parce que on peut pas à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement dire oui, mais bon, on n'avait pas les moyens. Voilà, je pense que c'est, en tout cas, c'est pas notre discours, même si c'est un constat que je partage. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça sur la réflexion. Et sur cette mission, donc, nous sommes prêts à répondre évidemment à vos questions. Je pense que c'est une mission qui doit justement avoir une vision globale du fonctionnement de la pénitentiaire et de la justice, mais également de la manière dont on traite aujourd'hui les détenus, avec cette nouveauté qui sont ces profils, comme l'a dit ma collègue aussi très justement, des profils dangereux, mais aussi des profils souvent psychiatriques, ou en tout cas qui ont un volet psychiatrique extrêmement important, et sur lequel on a peu d'outils ou peu de prise en charge réelle pour les mettre à l'abri, d'abord de leur propre dangerosité, mais surtout pour mettre à l'abri les autres. Je pense qu'il y a toute une réflexion aussi à avoir sur des établissements spécialisés, mais ça c'est quelque chose que notre syndicat porte depuis très longtemps. C'est-à-dire que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vision très claire sur la manière dont doivent être traités alors des profils que l'on met de façon générique, terroristes ou extrêmement dangereux, mais qui sont en fait des profils extrêmement différents. Donc c'est vrai que l'idée d'avoir des établissements spécifiques, classifiés, avec sans doute des prises en charge parfois extrêmement importantes sur le plan psychiatrique, doit aussi alimenter votre débat. Sur une partie des questions, nous n'avons pas accès au dossier, nous n'avons pas accès aux éléments, donc nous ne pourrons pas, et j'en suis désolée, mais c'est comme ça, répondre évidemment à toutes vos questions. Et également, nous ne sommes pas là pour donner un avis sur les décisions qui ont été prises par nos collègues. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, on peut avoir une réflexion sur la manière dont la justice s'organise, sur la manière dont l'administration pénitentiaire gère aussi les choses. Le rapport de l'inspection qui a été fait, je pense, pointe de façon très claire des dysfonctionnements sur lesquels nous sommes tout à fait d'accord. Ils ont été listés sur 3 parties essentielles, mais il y en a d'autres dans le rapport. Et les recommandations nous semblent aussi extrêmement pertinentes. Selon ce rapport, les circonstances qui ont conduit à l'agression mortelle donc, du 2 mars 2022 n'ont pas, en tout cas dans ce rapport, pour origine un dysfonctionnement direct de l'organisation judiciaire. Qu'il s'agisse du défaut de vigilance du surveillant sur les activités ou de la mauvaise exploitation des images des caméras de vidéosurveillance, ou alors, ou quant au 3e élément, à savoir une absence d'orientation du détenu, donc Franck Elongabé, sur un CAIR. Tout ça relève exclusivement de la compétence de l'administration pénitentiaire qui, comme ça a déjà été rappelé, n'était absolument pas lié par les avis des magistrats antiterroristes, même si ces avis n'étaient pas nécessaires. Au regard du rapport d'inspection de l'Inspection générale de la justice, les avis réservés et très réservés émis par les autorités judiciaires, donc concernant l'affectation de Franck Elongabé en quartier d'évaluation de la rééducation, vous nous demandez s'ils paraissent fondés. Là-dessus, nous, on souscrit à l'analyse juridique de l'Inspection générale, ainsi qu'à la recommandation numéro 8 qui a été faite, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais j'imagine que oui, qui a été émise en conséquence. Nous relevons que les avis émis par les autorités judiciaires, donc ne liés aucunement
l'ADAP, qui avait toute latitude pour affecter l'intéressé en Caire. C'est ce qui est relevé sur ce rapport dans les pages 44. Sur les réductions de peine, puisque c'est aussi votre question, c'est ce que je vous disais, nous n'avons pas accès en réalité au dossier pénal de l'intéressé et on ne peut pas vous répondre sur cette question et on ne peut pas émettre un avis donc, sur des décisions rendues par des magistrats qui sont indépendants. Sur votre question 5, si on estime que Franck Elongabé avait fait l'objet avant l'agression mortelle du 2 mars 2022 d'une prise en charge judiciaire et pénitentiaire adaptée à sa dangerosité, nous, pareil, nous n'avons pas accès au dossier pénal et judiciaire de l'intéressé, donc nous ne pouvons pas vous répondre de façon précise sur cette question. Pour autant, au regard des auditions qui ont été faites et de ce que je vous ai dit en préalable, il me semble que sur le partage de l'information et du renseignement, il y a des questionnements importants qui peuvent être faits, puisqu'il me semble, et je parle sous votre contrôle, que les JAPAT ont déclaré lors de leur audition qu'elles n'étaient pas destinataires de ce renseignement pénitentiaire qui pourrait d'ailleurs éclairer également leur prise de décision. Mais il me semble également que la chef d'établissement a indiqué qu'elle n'était pas au courant non plus de la dangerosité réelle du détenu, ce qui semble évidemment une question importante en termes de prise en charge. Comment est-ce possible que ces informations sur ce genre de détenus ne soient pas partagées? Sur votre question 6, quelles seraient nos préconisations pour que les leçons de ce drame et des circonstances qui y ont conduit soient tirées? Donc, ce que j'ai déjà dit concernant le fonctionnement interne du renseignement pénitentiaire, il apparaît que son schéma hiérarchique pourrait être clarifié, l'instance décisionnelle nettement identifiée. Par ailleurs, le cloisonnement entre le renseignement pénitentiaire et les chefs d'établissement qui n'ont aucun lien hiérarchique ou fonctionnel doit être totalement repensé. En tout cas, c'est notre vision des choses. Plus généralement, cette affaire a révélé tous les travers du travail en silo des auteurs de l'administration pénitentiaire et du monde judiciaire. En matière de prise en charge des détenus terroristes, la multiplication des dispositifs et des intervenants, parfois concurrentiels, complexifie la prise en charge des détenus ou la rend inefficiente. L'empilement textuel rend illisible le champ de compétences et le périmètre d'intervention des différents acteurs. Notre organisation préconise de procéder à un état des lieux de l'existant et à l'évaluation de leur efficacité et de leur interopérabilité. Je ne doute pas que ça soit dans vos objectifs, après toutes les auditions que vous avez, de pouvoir faire cette évaluation. Sur le regard que nous portons sur le statut de détenu particulièrement signalé et sur le régime qui lui est applicable. Notre organisation n'ignore pas que la Cour européenne des droits de l'homme condamne le statut de DPS. C'est un arrêt du 9 juillet 2009. Pour autant, notre syndicat, suivant les recommandations de la Cour, n'est pas opposé par principe à ce statut, mais à certaines modalités de cette mise en œuvre du DPS. Ça a été aussi dit par mon collègue, il est évident qu'il y a un caractère politique aujourd'hui et un caractère aussi qui n'est pas toujours très clair sur ce statut qui doit être revu. Une surveillance étroite du détenu qui présente une particulière dangerosité, s'il est conforme évidemment à un objectif de sécurité que tout le monde est en droit d'attendre, y compris la société, mais également les détenus qui sont confrontés à d'autres détenus sous ce statut. Je crois qu'il est très important de revoir ce statut et peut-être de ne pas en faire non plus un outil de gestion qui pourrait d'ailleurs être un outil inadapté pour certains profils et de réduire peut-être, comme la CEDH le dit, au strict minimum les rotations de sécurité, de prononcer des décisions de mise à l'isolement sur des motifs clairement établis et pour une durée limitée, de mettre peut-être aussi un terme aux fouilles corporelles intégrales systématiques, sauf en cas d'absolue nécessité. Il me semble également que dans les auditions que vous avez eues, et sur les éléments qui ont été donnés à votre commission, il semble que sur les recours qui ont été faits sur le statut de DPS, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont celui-ci a été attribué pour M. Colonna.
J'imagine également que votre commission fera toute la lumière là-dessus et donnera peut-être des suites à ce qui a été déjà dit lors de ces auditions sur la manière, en tout cas c'est ce qu'on a vu lors des recours qui ont été faits sur des recours administratifs, dont la manière dont l'administration pénitentiaire a utilisé ce statut. C'est pour ça que notre organisation demande la suppression ou à défaut la réécriture de l'article D223-11, dont j'imagine que vous avez en tête, mais qui donne l'attribution au garde des Sceaux de l'inscription et du retrait, en tout cas, du statut de DPS, pour éviter justement peut-être parfois une instrumentalisation plus politique. Donc nous voulons cette réécriture de cet article 223 du Code pénitentiaire en confiant à la seule autorité judiciaire l'inscription ou la radiation au répertoire des DPS, un débat contradictoire devant les JAPAT en audience publique, en audience du TAP, devra avoir lieu pour chaque décision de prolongation ou de radiation. Décision qui sera susceptible d'appel devant la CHAP, spécialisée de Paris, et sans doute renforcée d'ailleurs, et de pourvoi en cassation. Le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice en cette matière sera supprimé, ainsi que les possibilités de recours devant les juridictions administratives. Unité magistrat donc sollicite par conséquent un élargissement des compétences actuelles des JAPAT en ce domaine. Voilà, c'est une vision un peu globale pour ce... Je ne sais plus si c'est un prologue, une introduction ou un exposé. Je reste à votre disposition, évidemment, pour d'autres questions, si vous le souhaitez. Merci bien. Madame Blot, avant que l'on passe évidemment aux questions, pour le temps qui nous reste imparti, à moins que... Non ? Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces présentations, puisque évidemment, vu la densité des propos en réponse aux questions qui vous ont été parvenues, transmises par le rapporteur, mais aussi à la lumière de ce que vous connaissiez des auditions que nous avions menées, je me permettrai à ce stade de dire quand même une petite chose. Vous avez bien compris qu'effectivement, nous sommes beaucoup appuyés, parce que nous sommes des béotiens, tout simplement, mais nous sommes ici en commission d'enquête parlementaire. Donc nous sommes les représentants du peuple représenté qui enquête sur quelque chose en complément évidemment de ce qui se passe dans le cadre judiciaire, dans le champ qui est le nôtre, sur quelque chose qui est grave dans la mesure où ce n'est pas simplement deux tenus qui se sont croisés par hasard, qui se sont affrontés, qui s'est passé. C'est à ce stade même des chefs d'inculpation et de ce qui est déjà dans le domaine public, un assassinat, puisque nous sommes le chef d'inculpation, c'est assassinat, avec un degré de préméditation qu'aujourd'hui qui ne fait plus de doute. Donc on est dans un niveau de gravité qui est quand même supérieur. Ça, c'est un élément de précision qui fait que nous avons deux faces dans notre commission. La première face, c'est évidemment faire le maximum de lumière sur ce qui s'est passé sous l'angle du parcours, des dysfonctionnements, voire des fautes lourdes systémiques ou autres qui ont pu se faire jour dans la genèse de cet événement et autour de l'acte, on va dire. Et évidemment, des recommandations générales pour la suite, ce à quoi je vous remercie de vous être prêté avec un certain nombre de propositions qui ont déjà été émises, qui rejoignent d'ailleurs, pour le coup, un certain nombre de propositions qui ont déjà été émises par d'autres acteurs dans cette audition et qui sont aussi quelque part la suite d'un certain nombre de constats, y compris sur, je cite, le dimensionnement politique d'un certain nombre de gestions de statut, puisque ce sont aussi vos propos, mais ce ne sont pas simplement vos propos qui ont été tenus dans cette audition, et on va revenir un petit peu dessus. Sur la question centrale de pourquoi on s'interroge sur les fonctions de l'appareil judiciaire, puisque c'est une question ou un domaine qui a été évoqué en se questionnant sur la légitimité de votre venue, hein, je fais le constat simplement du propos. Évidemment que nous suivons le rapport de l'inspection de la justice, mais nous allons au-delà aujourd'hui de nos auditions. Nous ne sommes plus au stade des simples responsabilités individuelles des agents ou des directeurs d'établissements qui ont été déjà ciblés par l'inspection. Nous sommes aussi sur les rouages qui ont mené ce drame à la lumière de ce qui a été dit devant cette commission. Et je vais vous répondre sur 3 points pourquoi l'appareil judiciaire ne peut pas être exclu de cette analyse sans faux fuyant de son rôle.
Le premier point, c'est effectivement l'écho dû aux avis réservés, très réservés, dont vous avez fait état pour la première demande faite unanime de la commission de dangerosité, pointée donc par le rapport, mais aussi alimentée, enfin soutenue par la direction de Condé-sur-Sarthe et par la direction interrégionale de Franck Alongabé, demande faite en urgence pour qu'il aille en quartier d'évaluation de la radicalisation. Bon. Évidemment, ce qui nous interroge sur ce que dit le rapport de l'inspection, c'est à la fois le fait que vous avez raison, que la DAP n'était pas liée, nous l'avons bien entendu, mais qui crée des effets de fluidification des informations et d'échanges politico-techniques sur ces questions, de notre point de vue. Il n'était pas lié. Mais le rapport d'inspection dit aussi que la JAPAT et le PNAT, et en ce qui concerne les avis, ce qui interroge encore plus, c'est le PNAT avec l'avis dit très réservé, ne devait pas intervenir, on n'avait pas à intervenir dans une compétence qui n'était pas la leur. Quand on met ce fait-là, avec cet individu-là, avec sa qualification de terroriste islamiste et avec les statistiques des terroristes islamistes qui ne sont pas allés en quartier d'évaluation de la radicalisation depuis que les CAIR existent, c'est à peu près, selon le rapport de l'inspection générale de la justice 13, et récemment, selon des notes de la DAP 18, on va dire qu'on est entre 13 et 18, il est certainement le seul, on n'a pas encore la réponse, mais on va la voir, hein, puisque l'administration pénitentiaire biaise pour l'instant, mais il est certainement le seul de ces terroristes islamistes qui n'est pas allé en CAIR dans ces lois des petits nombres, qui a eu un tel type d'avis. Pourquoi nous insistons là-dessus? Et pourquoi ça met en exergue, parce que vous parlez de renseignement pénitentiaire? Parce que nous savons aujourd'hui dans les auditions, nous connaissons mieux, grâce aux auditions, le fonctionnement de la communauté du renseignement et le fonctionnement du parcours du renseignement, du parcours carcéral et de la sortie d'un individu lorsqu'il est terroriste islamiste, parce que c'est bien de cela dont on parle, des déradicalisés et terroristes islamistes. Et ces avis réservés, très réservés, ont été donnés, je cite, et là, Madame Reflet, je fais écho à votre propos, en raison du comportement de l'individu. C'est-à-dire que la JAPAT et le PNAT persistent et signent ici devant l'audition, que ce n'est pas pour d'autres raisons qu'ils ont donné, c'est en raison de leur connaissance de la dangerosité de l'individu. Et lorsqu'on croise ce propos avec les services extérieurs de renseignement, qui nous font état dans les qualificatifs de choses concernant cet individu, qui le mettaient non pas dans les dangereux parmi les dangereux, mais dans le haut du pavé répertorié, on va dire dans peut-être 1 à 5% des plus dangereux des terroristes islamistes incarcérés, et leur façon de fonctionner, d'avoir remis tous les éléments de renseignement pour la partie de ce qui est du territoire national, c'est-à-dire en dehors des services extérieurs, de quelqu'un en théâtre de guerre, à la DGSI, et, je cite, au PNAT comme meneur de jeu. Je cite la réponse qu'a fait les personnes devant ma question, devant notre question. De la distribution de cette information en aval sur cette dangerosité, vous comprenez bien qu'on prend une autre dimension. Donc, et que l'avis très réservé prend une autre dimension, et notamment l'avis très réservé du PNAT, qui était donc en possession, selon un certain nombre d'acteurs, de manière très claire, des qualificatifs des rapports concernant cet individu, qui ne situait pas dangereux parmi les dangereux, comme on a pu entendre aux acteurs dire « oui, mais vous savez, au du spectre, c'est l'ensemble des terroristes islamistes ». Non, ce n'est pas ce que disent des acteurs. Ils disent qu'il était extrêmement dangereux, aguerri aux armes de guerre, qu'il avait fait des attaques à la coalition au Pakistan, donc il était référencé, il était schizophrène, référencé par les autorités américaines. Ce sont des éléments qui nous ont été donnés à cette commission, qui étaient en possession des meneurs de jeu, je cite, qui distribuaient en l'aval, c'est-à-dire l'administration qui devait et qui était en possession de ces informations. Alors quand on croise avec le fait qu'effectivement c'est la dangerosité qui a fait donner ces avis rares, donc ces avis rares concernant ce parcours, la responsabilité prend une autre ampleur. Vous le comprenez, je pense que vous le comprenez aisément, d'autant plus que c'est en raison de cette dangerosité qu'on ne met pas en CAIR l'individu à plusieurs reprises. C'est en raison que, entre guillemets, il allait mieux à Arles, qu'on continue la marche en avant sur la détention ordinaire, et que de l'autre côté, vous avez le chef d'inspection de la justice qui vous dit qu'il était impossible pour l'inspection pénitentiaire de le mettre en détention ordinaire si nous avions su qu'il était haut du spectre et si nous avions su qu'il était extrêmement dangereux. Corroboré par M. Orvoas et Mme Belloubet qui disent qu'il n'avait rien à faire en détention ordinaire ni en emploi général. Donc vous comprenez bien que la dimension de la chaîne de responsabilité prend une autre dimension du point de vue du rôle du pivot du parquet national antiterroriste en particulier.
sur ce parcours-là. Deuxième élément du pivot de ce parquet national antiterroriste, c'est que vous savez très bien qu'il est intervenu dans la gestion DPS, notamment des détenus dits du commando Erignac, à la fois dans la commission locale par rapport à des critères jugés, je cite, larges par le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même, sur certains critères qui ne faisaient pas intervenir l'administration pénitentiaire, c'est Laurent Ridel qui parle, hein, sur 3 des critères qui sont à situation pénale, mais aussi à la lumière, et c'était un petit peu une surprise, de l'échange que nous avons eu avec l'ancien Premier ministre ici, ou sur un point précis, notamment sur le fait qu'il n'a pas suivi, il avait donné un avis défavorable en ne suivant pas des avis favorables des commissions locales DPS pour notamment un des détenus en question, M. Alessandre. Il a insisté sur le fait que le PNAT y était très défavorable, alors que la commission locale y était favorable, à la levée du statut. C'est-à-dire le rôle prégnant de l'intervention du PNAT dans la gestion du commando, des détenus du commando Erignac, alors qu'il y avait des demandes de transfert, et alors que le transfert a pu se faire avec DPS, enfin, je ne vais pas vous refaire. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question des dysfonctions de l'appareil du judiciaire, entre autres choses. Et que sur la chaîne de responsabilité, à la lumière des éléments qui alimentent cette commission, nous allons donc un peu plus loin que les simples conclusions de l'inspection, tout en s'y appuyant, bien évidemment. Alors, je prends note que vous n'allez pas donner d'avis sur les avis donnés par les magistrats. Néanmoins, je ne manquerai à mon devoir de préciser qu'on est quand même dans une affaire grave, très grave, du point de vue de la gestion en miroir de 2 individus avec des dimensions politiques ou systémiques qui se font jour dans ce parcours, dans le parcours des Longues-Abbé d'une part, dans les questionnements qui se posent, dans les effets, mais aussi le trouble d'un certain nombre d'actes qui sont mis en lumière aujourd'hui, y compris pas plus tard que ce matin en conférence de presse, et l'attitude des renseignements, du parquet national antiterroriste, mais aussi de la gestion du DPS de ce commando Erignac. Alors je vous remercie d'avoir fonctionnellement, s'entend, indiqué ce qu'il en est de la gestion du statut DPS du point de vue de la prégnance de la décision du garde des Sceaux, parce que ce sont les textes, effectivement. Néanmoins, ça recoupe un certain nombre de propos sur la dimension large et particulière, sans admettre la gestion politique qui a été faite par un certain nombre d'acteurs ici, de certains nombres de détenus. Aussi, est-ce que, puisque pour certains d'entre vous, vous avez été à l'administration pénitentiaire où vous avez travaillé, je pense à M. Friard, est-ce que, du point de vue de cette conception pyramidale, hein, telle qu'évoquée, est-ce qu'on peut considérer que comme est aujourd'hui le statut DPS, et on est en tête de le réformer pour demain, puisque nous sommes d'accord qu'il faut aussi regarder pour l'avenir, nous entendons bien, est-ce que des instructions particulières ont pu être données, selon vous, dans le cadre de dossiers sensibles de ce style, par la chancellerie, et pas pour la gestion de ces statuts DPS-là? Est-ce que c'est de l'ordre de la fluidité d'information qui est possible? On n'est pas là en train d'accuser un tel ou un tel, on parle de systèmes qui ont clos aussi une époque, on veut clore une époque avec cet assassinat qui a eu lieu. Donc il est important aussi d'avoir un besoin de reconnaissance au sens global des enchaînements qui se sont faits, hein, sans avoir forcément de portée judiciaire à la clé, mais simplement pour réformer le système. Est-ce que le système du statut DPS, tel qu'il se reçoit au propos, et de cette dimension pyramidale, laisser libre cours à ce genre d'instructions dans certains dossiers sensibles? Je veux bien sûr parler des détenus corses, on pourrait parler des détenus basques, parce que, encore une fois, je dis basques et corses parce que ce sont des propos qui ont été tenus ici, notamment par une ancienne garde des Sceaux. Voilà. Dans le cas de statut DPS, avec des critères larges qui le permettaient, voilà, c'est ce système-là qu'on est en train aussi d'explorer pour le réformer. Et je peux d'ores et déjà dire que la proposition que vous faites m'agrée, comme elle était déjà aussi dans la bouche, même on s'est un peu affronté, de l'ancien Premier ministre, hein, qui le disait lui-même, hein, même s'il a été, de mon point de vue, mis à défaut en pratique, il concluait aussi à cette perspective. Bon. Donc c'est la première question que je vous pose sur ce point avant de laisser la parole à d'autres. Monsieur le Président, je vous remercie pour ces précisions. Alors, s'agissant de votre question, c'est certain que dans les DPS, on n'a pas exactement le même type de public sous cette appellation DPS. Et il est une évidence pour tout le monde, comme pour ceux qui ont pu le vivre de l'intérieur, et pour le coup, c'est mon cas, et sans trahir des secrets auxquels je suis astreint,
que le politique a un regard particulièrement acéré sur ce qui se passe s'agissant des DPS terroristes, qu'ils soient terroristes islamistes ou d'autres types de terrorisme ou positions assimilées. C'est clair aussi que l'impulsion est souvent une impulsion politique. Je m'explique. On l'a vu pour les Basques. Le changement de positionnement de l'administration est intervenu, notamment s'agissant des établissements qui devaient être exclus pour les Basques, ou sur le fait qu'il ne fallait pas plus de 2 étarras par établissement et plutôt éloigné de la frontière espagnole. Ce changement est intervenu dans le cadre d'un processus politique qu'on connaît tous ici et qui a été impulsé par une volonté politique. Et, à mon sens, c'est quand même bien la responsabilité du politique, les ministres sont là pour cela, d'impulser une politique nationale au service, et là je ne parle pas du judiciaire, je parle des services administratifs qui sont sous leur responsabilité. Les DPS actuellement, et vous le savez tous, il y a d'abord la commission locale et après une commission nationale au niveau de la DAP, à laquelle, de mémoire, participe à la fois le bureau qui s'occupe des affectations dans les établissements pénitentiaires, le bureau du renseignement, mais également la SDAT et, je crois, la Direction nationale de la police judiciaire. Ces services, ils vont apprécier la situation à l'aune des renseignements propres qu'ils ont, à savoir la dangerosité de tel et tel individu, la dangerosité de tel et tel mouvement. Mais à un moment donné, ce que je pense, c'est que les services ne vont pas s'autoriser tout seuls à avoir une position un peu évolutive, voire disruptive, s'ils ne se sentent pas autorisés à minima par le politique pour aller dans ce sens-là. Pour dire clairement les choses, on a tendance parfois à ouvrir des parapluies ou être dans l'attentisme. Donc c'est pour ça que, à mon sens, le statut de DPS ne doit pas être judiciarisé. C'est un acte clairement de nature de responsabilité politique, lequel s'appuie sur les éléments qui sont apportés par les services. Et le judiciariser, c'est un peu plus mélanger la responsabilité administrative et judiciaire, mélanger la police administrative et la police judiciaire. Je pense que dans le système actuel, en restant sur une décision administrative, il existe un juge naturel qui est le juge de la décision administrative, qui s'appelle le juge administratif. Je ne vois pas quelle est la plus-value du regard judiciaire sur une décision administrative. Alors qu'on renforce le contrôle des collègues administratifs, j'y vois que des avantages en termes de droits et de garanties. Mais, j'allais dire de grâce, arrêtons de mélanger systématiquement le judiciaire et l'administratif. Pour intervenir également rapidement sur le renseignement pénitentiaire, pour avoir été modestement là au début où ce service est devenu un service de renseignement de plein exercice du second cercle du renseignement, je pense qu'il y a eu au début, pour reprendre l'expression de Marivaux, une double méprise. Les collègues, notamment les collègues judiciaires, les JAP, les JAPAT, à un moment donné, ont pensé que ce service avait été créé pour leur apporter des éléments,
utiles, nécessaires pour fonder leurs décisions. En fait, pas du tout. C'est un service de renseignement qui est là pour servir, avant toute chose, la communauté du renseignement. Clairement, quand le service a été créé, la question s'est posée de savoir, est-ce qu'on donnait à la DGSI la compétence d'investiguer dans les maisons d'arrêt, ou est-ce qu'on le confiait à la pénitentiaire? On a décidé de le confier à la pénitentiaire parce que c'est un monde clos, un monde spécifique, où, pour parler un peu vulgairement, quelqu'un qui n'est pas de la pénitentiaire serait très rapidement détronché. Donc on s'est dit, il faut confier ce service à la pénitentiaire, qui connaissent les codes et qui ont cette facilité à se mouvoir de façon relativement discrète à l'intérieur des enceintes pénitentiaires. Après, la double méprise aussi, c'est que ce service de renseignement pénitentiaire, il a deux missions. Il a une mission qui est assurer le bon ordre dans les juridictions, c'est-à-dire vérifier s'il n'y a pas de mauvais coups en préparation à l'intérieur des murs, que ce soit un mauvais coup terroriste ou une évasion, voire des infractions qui s'y commettent, quelles qu'elles soient. Mais aussi et surtout, parce que ce service a été créé effectivement en 2014-2015, dans le contexte qu'on connaît tous, c'était de faire le lien avec les services de renseignement à l'extérieur, que ce soit les RT, la DGSI ou la DGSE. Car ne l'oublions pas, et principalement, ça c'est ça le raisonnement des services de renseignement. Ce qui se passe à l'intérieur des murs, c'est la responsabilité de la pénitentiaire et d'un service de renseignement. Moi, service de renseignement extérieur, ce que je veux savoir, c'est quelle est la dangerosité de la personne qui sort. C'est là tout ce qui a été mis en place au niveau des GED avec les préfets et l'information qui va être transmise par la pénitentiaire à destination des services extérieurs qui vont assurer le suivi extérieur. Aussi, chose très importante dans la genèse de ce service-là, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a 70 000 personnes dans les murs avec des terreaux et des radicalisés. Mais la pénitentiaire en suit bien plus. Elle en suit 250 000 en milieu ouvert. Et là aussi, il y a du renseignement à récolter. La difficulté du renseignement pénitentiaire, c'est que c'est un service de renseignement. Il est avant tout fait pour abonder en renseignement les membres de la communauté du renseignement. Ce qui ne veut pas dire que les renseignements qu'ils récoltent ne vont pas servir également aux judiciaires. Mais par un tri qui va être fait. Qu'est-ce qui va au renseignement? Qu'est-ce qui va au judiciaire? Qu'est-ce qui va au renseignement et au judiciaire? Et comment on le fait remonter? Comment on le fait sortir? C'est la problématique bien connue du blanchiment du renseignement. Comment on blanchit du renseignement en matière judiciaire? Alors, bien évidemment, personne n'imagine que le judiciaire, voire les directions d'établissement, puissent aller piocher directement dans les bases de données du renseignement. Parce que dans les bases de données du renseignement pénitentiaire, il y a aussi des renseignements qui viennent d'autres services de renseignement. Donc il y a la règle du tiers service qui s'applique. Mais au-delà de ça, effectivement, et là-dessus, il y a une vraie réflexion à avoir, c'est comment rendre l'information plus fluide entre le service de renseignement et les services judiciaires et ou administratifs. Alors, dans un monde idéal, c'est fait. Ces renseignements, lorsque le service pénitentiaire les a et lui paraissent pertinents pour le judiciaire ou pour l'administratif, il les fait ressortir par d'autres voies. À savoir, on les fait ressortir par les directeurs d'établissement, on les fait ressortir par les CPU. Au sein de la CPU, le DLRP va demander à un autre collègue de la pénitentiaire de faire ressortir le renseignement sous une autre plume que la sienne pour pas que le renseignement apparaisse en première ligne. Et pourquoi il ne faut pas d'ailleurs que le renseignement apparaisse en première ligne? Parce qu'il ne faut pas donner non plus à la cible qui est en détention d'informations selon laquelle elle est particulièrement suivie, particulièrement dans les radars du service de renseignement. Donc il faut arriver à blanchir suffisamment l'information. Si je peux me permettre, M. Friard, je merci pour ces propos, mais en l'espèce, je ne sais pas si vous avez vu toutes les auditions, hein, et vous avez connaissance. Tout ce que vous dites, un certain nombre, Monsieur le Président. Pardon? Un certain nombre, voilà, Monsieur le Président. J'en doute pas. Mais malheureusement, le constat que l'on fait, sans vouloir être trop long dans mon propos, en m'excusant de vous avoir coupé, c'est que tout ce que vous venez de dire dans les cas d'espèce qui nous occupent a explosé devant les faits.
je résume mon propos, parce que je serais trop long. Tout, de l'évaluation en GED au suivi RP, y compris au fait de faire remonter par d'autres circuits des informations. Ce matin, nous avons démontré quelque chose qui sème le trouble, par exemple, sur une information qu'on vient d'apprendre sur la veille de l'assassinat. Bon, qui nous a remonté par l'enseignement pénitentiaire, qui ne nous a pas été évoqué en commission, mais qui n'était pas non plus dans le logiciel Genesis, l'administration pénitentiaire, qui aurait pu servir à cette observation. Donc, beaucoup de choses explosent voilà, dans l'évaluation de cette toile d'araignée qui malheureusement... Monsieur le Président, la voilà, difficulté, c'est savoir quel outil on veut. Est-ce voilà, qu'on veut un outil bien. de renseignement? J'entends bien, mais c'était pas pour vous préciser que nous entendons tout ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça nous a été en amont du cas posé, y compris par la chef de service de renseignement pénitentiaire, par le délégué RP, mais c'est tellement énorme, pour parler clairement, ce qui s'est passé. Je le dis comme ça pour être pas trop long, c'est tellement énorme que c'est soit une gestion apocalyptique de l'ensemble du système qui est en cause, soit une main invisible qui agit. Il ne peut pas y avoir d'autres alternatives. Vous le précise parce que c'est vraiment le cas. Voilà. Mais je vous laisse terminer, excusez-moi. Je vous remercie. Dernier point, Monsieur le Président. Vous dites effectivement le parquet national antiterroriste avait des informations qu'ils n'ont pas partagées. Ces informations, je ne les connais pas, donc je ne vais pas m'engager dans un terrain qui pourrait être glissant, puisque je n'ai pas tous les éléments de compréhension. Mais monsieur, juste pour la bonne compréhension, excusez-moi, je ne sais pas pour vous couper, mais les informations que je vous donne ici, je parle de lourd, dangereux, ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos du service de renseignement devant cette commission. Les informations que je vous dis que le service de renseignement a transmis au PNAT, ces éléments-là, ce ne sont pas mes propos. Voilà, c'est une information que je vous donne. Je veux dire, après, vous pouvez contester ce que je vous dis, mais c'est factuel ce que je vous dis. Ce n'est pas du tout l'interprétation de Jean-Félix Acquavive. Je ne vous ai pas dit que... Non, mais pour donner des éléments d'information, pour qu'on ait un débat... Je contestais quoi que ce soit. Ce que je vous dis, moi, c'est que je ne peux raisonner que sur les éléments que j'ai en ma possession. Je ne suis pas membre de cette commission, vous l'aurez remarqué, Monsieur le Président. Donc, je réagis par oui, mais c'est une commission d'enquête parlementaire. On n'est pas dans un échange. C'est ça que je tiens à vous dire. Voilà, je ne m'amuserai pas, on ne s'amuserait pas à dire, voilà, les propos sont enregistrés, les autres auditions, voilà. Je sais que c'est agaçant mon propos, mais c'est pour vous dire que j'aimerais avoir un échange un peu au fond sur quelque chose qui est avéré. Sinon, on remet en cause ce qui est avéré. Si vous voulez, on ne va pas avancer. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est où vous dites ce que vous dites, j'entends, mais je ne suis pas sûr de ce que vous dites. Et là, je vais vous dire, non, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Moi, je peux vous répondre uniquement, Monsieur le Président, que je peux ne réagir que sur ce que je connais. Et malheureusement, je n'ai pas assisté à toutes les auditions. J'en ai lu un certain nombre. Eh bien, je vous en informe. Mais je n'ai pas assisté à toutes les auditions. Eh bien, je vous en remercie, Monsieur le Président. Donc, pour en revenir sur le PNAT, les informations auraient été gardées au niveau du PNAT. Je ne sais pas, je l'entends. Je ne peux pas vous dire autre chose. Après, ça peut poser la question, qui est une vieille question que pose l'USM et d'autres organisations syndicales. C'est à savoir, est-ce qu'il est normal que le parquet à la française soit quelque part soumis à l'autorité politique et au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux? C'est une autre question que je pose. Merci pour ces précisions. Je me tourne vers mes collègues, parce que j'ai beaucoup parlé. J'aimerais qu'il n'y ait pas de questions à ce stade. Oui. Excusez-moi, Monsieur Mandon, oui. Est-ce que nous, on peut répondre sur cet aspect-là aussi, peut-être politique? Alors, je vous en prie, juste un petit instant, parce que comme j'ai beaucoup parlé, qu'on a beaucoup échangé, mais vous répondrez évidemment, mais c'est pour laisser la parole à mon collègue, parce que je sais qu'après, il y en a qui risquent d'aller, retraite oblige, voilà, c'est pour ça que je me permets de leur passer la parole, de courir dans l'hémicycle ou à réunion de groupe, voilà. Oui, merci, Monsieur le Président. Et oui, je suis assez interpellé par ce que je viens d'entendre. Je me demandais si ça ne mériterait pas. Est-ce que vous pourriez bien repréciser votre position et puis, effectivement, si ça appelle un échange, ça pourrait être utile quand même à ce stade. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Merci. Oui, Monsieur le député, la position sur quel point? Sur le parquet, c'est ça que vous... Sur le parquet. Alors, qu'on soit clair, je n'ai jamais pensé que le garde des Sceaux ait pu donner des instructions individuelles dans ce dossier. Soyons bien clairs.
Après, on nous dit que le PNAT aurait eu des informations, donc une autorité judiciaire pour le coup, aurait des informations qu'il n'a pas partagées. Je l'apprends aujourd'hui. Je ne sais pas quelle conclusion je peux en tirer. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que dans la construction de l'architecture judiciaire telle qu'elle existe, c'est que le parquet est soumis à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et je dis que ça serait sans doute plus clair de façon générale que le parquet bénéficie des mêmes garanties que les juges du siège au niveau de leur fonctionnement. Merci pour ces précisions. Madame Brugère. Oui, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. C'était sur votre question qui me semble importante, si j'ai bien compris, sur l'aspect politique de la gestion des DPS que vous avez posé à l'instant. Vous avez dit, est-ce qu'il peut y avoir des zones d'influence ou en tout cas des consignes, hein, c'est ce qui a été clairement posé comme question quand on travaille à la DAP. Alors moi, j'ai pas travaillé à la DAP, mais vous avez la réponse dans les faits, puisqu'en fait, très peu de temps après donc le décès de M. Colonna, en fait, il y a eu une levée du statut DPS pour M. Ferrandi et Alessandri, alors qu'en fait, leur statut était celui de DPS, j'imagine, avec des arguments forts qui avaient été mis en avant, tels qu'on les a mis pour M. Colonna. Et en fait, il a fallu un décès qui est pas totalement extérieur, mais qui n'est pas eux, pour que leur statut soit levé. Vous avez la réponse ? Après, sur le côté... je me permets de reprendre, mais parce que c'est intéressant, sur le côté judiciarisation ou gestion plus administrative. Notre position est la suivante, c'est-à-dire que nous, on est très... propice au renseignement et à son utilisation de manière loyale, si je puis m'exprimer ainsi. C'est pour ça que la judiciarisation du renseignement me semble un enjeu capital en réalité aujourd'hui. On voit bien que sur les infractions terroristes ou dites politiques, les infractions terroristes sont des infractions dites politiques, c'est-à-dire qu'elles mettent souvent en péril le pouvoir politique. Le politique est très intéressé, évidemment, par la gestion de ce genre d'infraction. Donc toute la difficulté pour nous, lorsqu'on est magistrat, c'est évidemment de résister à toute zone d'influence politique et d'exercer de manière indépendante, qu'on soit au parquet ou au siège d'ailleurs, parce qu'il peut y aussi avoir des zones d'influence au siège, hein, même si on est statutairement plus indépendant, on peut aussi avoir des zones d'influence. C'est peut-être pas le lieu ici de les décrire, mais elles peuvent exister sous d'autres formes. C'est de pouvoir résister et d'avoir des procédures loyales. C'est pour ça que quand je parle de judiciarisation et de mettre fin aux prérogatives administratives, en tout cas du politique là-dessus, c'est justement pour clarifier ça, c'est-à-dire qu'il y ait une égalité de traitement. La judiciarisation, elle doit permettre au moins une égalité de traitement, une forme de transparence dans la manière dont c'est géré, de recours également. Et c'est vrai que la question sur laquelle on bute toujours par rapport au renseignement pénitentiaire et de sa judiciarisation, c'est le contradictoire. C'est-à-dire qu'on a du renseignement, mais on ne peut pas vraiment le donner à l'autorité judiciaire, parce que si on le donne à l'autorité judiciaire, c'est plus vraiment du renseignement. Donc il y a tout un système, en effet, de notes blanches ou de off, ça. Moi, je pense qu'il faut dépasser ça et être un peu plus peut-être disruptif là-dessus. Il y a des solutions. Il suffirait que pour certains contentieux ou certains profils ou certaines procédures, plus exactement, et les procédures qui touchent aux infractions terroristes, à mon avis, sont le cœur du débat. Imaginez, justement, au lieu de faire du off ou de faire des choses qui ne sont pas claires ou qu'on utilise mais qu'on n'utilise pas vraiment, et puis après on se retranche quand on dit « Ah mais non, mais moi je ne sais pas, de toute façon, je ne peux rien vous dire, secret défense », c'est peut-être imaginer justement des procédures de judiciarisation du renseignement transparentes, loyales. La loyauté me semble quelque chose d'important dans la procédure, mais non contradictoire.
C'est-à-dire que sur une phase, alors oui, évidemment, ça peut choquer, mais que sur une phase, justement, parce qu'on est sur des enjeux de sécurité de haut niveau, sur de haut du spectre, on ait des procédures qui soient loyales, mais peut-être pas contradictoires pour que le renseignement, sur un certain temps, puisse être utilisé de manière intelligente et de manière utile. Là, on est entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a ni l'un ni l'autre. Et on le voit bien d'ailleurs dans cette commission. On voit bien toute la difficulté. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'utilisation du renseignement pénitentiaire, mais je pense qu'il y a plus que simplement s'assurer sur certains profils avec les renseignements de services de la DGSI, de la sécurité à l'extérieur. Je pense que en interne, on n'a pas la culture du renseignement dans l'autorité judiciaire. Il faudrait avoir cette culture, mais de façon loyale, transparente et peut-être parfois non contradictoire dans une première phase, c'est-à-dire des phases comme celle qui pourrait être celle justement de la gestion de profils très dangereux, c'est-à-dire ou terroristes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un champ de réflexion, à mon avis, qui est intéressant à investir, parce que sinon, on va retomber sur les mêmes apories. Ce que vous venez de dire, là, je viens d'avoir, avec une audition, un renseignement que moi j'ignore, alors bon, peut-être qu'on le saura en sortant de cette salle exactement de quoi il en ressort. En réalité, c'est assez frustrant d'une certaine façon, parce qu'on voit bien que vous-même, vous êtes à la recherche d'un renseignement, mais peut-être que vous imaginez aussi des choses qui n'existent pas, ou peut-être que vous êtes en dessous de la réalité. Non, mais qui sait? Puisque justement, on est dans une gestion qui n'est pas toujours très claire. Et je rebondis, je termine là-dessus, sur le statut du parquet. C'est une porte d'entrée également pour clarifier également tout le processus judiciaire, c'est-à-dire la manière dont s'exerce l'autorité. La centralisation des affaires terroristes et la spécialisation, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui est de notre tradition depuis les années 80, sur lequel on n'a pas voulu lâcher. Mais la centralisation, elle a aussi des défauts, parce qu'elle concentre en quelques mains, en quelques personnes, un pouvoir très important. Le PNAT, je sais que nous, on avait beaucoup travaillé sur l'autre commission d'enquête qui avait été celle qui avait été faite après les attentats du Bataclan, où justement cette vision de la lutte antiterroriste qui soit peut-être pas aussi concentrée entre les mains de quelques personnes qui peuvent être très proches du pouvoir politique, pose aussi peut-être des questions sur la gestion plus générale de la lutte antiterroriste. Voilà, j'en termine là. Merci. Monsieur Menton encore. Oui, pardonnez-moi d'intervenir à nouveau. Je suis assez surpris finalement qu'on puisse s'étonner des effets de la concentration, puisque c'est une des caractéristiques de toutes nos grandes administrations issues du régalien. Vous pensez qu'il a pu exister ou qu'il existe des formules administratives ou une construction, une architecture administrative qui pourrait, dans notre système français, échapper à ce travers? La question est pour moi, j'imagine. En fait, quand il y a eu les réflexions sur la création du PNAT, il y avait deux écoles, très clairement. L'école qui était celle de la centralisation parisienne et de la spécialisation. Et il y avait d'autres voix plus minoritaires qui disaient qu'on pouvait organiser autrement, c'est-à-dire garder la spécialisation, qui nous semble importante évidemment, et qui fait sans doute aussi la force de frappe de notre système sur la lutte antiterroriste, mais qu'on pouvait imaginer une forme de déconcentration sur ce qu'on avait appelé les GIRS, puisque en fait, on avait fait le constat que la menace devenait endogène, c'est-à-dire qu'elle était moins projetée, et qu'on avait sur notre territoire des poches de plus en plus importantes de cellules islamistes, djihadistes ou terroristes. Et donc, tout en gardant une forme de spécialisation et de centralisation, on pouvait aussi imaginer une forme de déconcentration sur des antennes locales qui pouvaient s'appuyer sur les GIRS, parce que c'est les mêmes techniques d'enquête souvent, et qui allaient même plus loin dans l'analyse. Certains, et j'en faisais partie, c'est pour ça que je vous en parle, pensaient qu'aussi il y avait des liens qui pouvaient être faits avec la criminalité organisée,
et certaines formes de terrorisme. Quand je dis des liens, ça ne veut pas dire des identités. La criminalité organisée, c'est un secteur particulier. Le terrorisme, c'en est un autre. Mais que parfois, il pouvait y avoir des alliances et des liens, des porosités qui pouvaient être intéressantes à analyser de manière plus globale. Et c'est pour ça que les GIRS pouvaient être ce lieu de déconcentration. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je me tourne dernière fois vers mes collègues. Plus de questions à ce stade. Vous vouliez ajouter un... Oui, je vous en prie. Oui, si vous permettez, juste, je voulais rebondir sur les propos de mes collègues sur la question de la judiciarisation, puisque ils se sont exprimés tous les deux sur cette question-là, et donc nous aussi on a un avis sur cette question. Pour nous, la question du contrôle du statut DPS ne peut pas revenir à l'autorité judiciaire. Ça serait vraiment une confusion des rôles. La question de la sécurité dans les établissements pénitentiaires et donc de l'attribution de cette catégorie détenus particulièrement signalés, c'est une décision de l'administration dans la gestion de la détention. L'autorité judiciaire, elle est vraiment sur le champ de l'individualisation de la peine, du parcours d'exécution de peine, qui est sans lien avec la gestion de la sécurité dans un établissement. Donc on n'est pas du tout favorable à cette judiciarisation, d'autant plus que l'autorité administrative est soumise à un contrôle juridictionnel, puisqu'en fait on parle de ça, d'un contrôle juridictionnel. Il y a un contrôle du juge administratif. Ce contrôle, en fait, c'est aussi ça qu'il faut interroger, me semble-t-il. C'est-à-dire que finalement, sur le papier, on a une autorité administrative. Donc, je reviens pas trop sur cette question-là, mais je dirais que c'est l'autorité politique garde des Sceaux qui prend la décision d'inscription au répertoire des PS. Donc, on a déjà un peu la réponse sur la question d'éventuelle intervention au regard du politique sur la décision d'inscrire un détenu au répertoire des PS de façon générale. Mais l'autorité administrative prend des décisions, elle doit les motiver. C'est une motivation qui parfois s'enrichit d'avis obligatoires. Et la question que vous soulevez, en fait, c'est celle de la transparence des critères qui ont été pris en compte dans la motivation. Pour revenir sur ce que vous évoquiez sur les motivations de nos collègues, notamment, vous indiquez que les motivations qui apparaissent et qui sont dans le rapport de l'inspection judiciaire de l'IGJ ne sont pas les motivations réelles. Donc, quel contrôle on peut exercer là-dessus, hein? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on peut finalement être plus exigeant sur le regard que l'on porte et l'attente qu'on a de la part de l'administration pénitentiaire, de la motivation des décisions, voilà, la motivation de ces décisions, qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'inscrire ou pas un détenu. Et c'est vrai qu'il y a cette automaticité, ces décisions un peu stéréotypées, par exemple, appartenance à la mouvance terroriste ou oui, appartenance à la mouvance terroriste, c'est un bon exemple. C'est des décisions qui sont reconduites d'année en année, sans éléments circonstanciés, sans étayage un peu contemporain. Et c'est un vrai problème dans le contrôle qu'on peut exercer. Je pense que là, il y a une réflexion qui peut être menée et des exigences qui peuvent être posées pour renforcer les garanties qu'on apporte à ce statut, si tant est qu'on estime qu'il est indispensable à la bonne gestion des établissements pénitentiaires. Si je peux permettre ça sans alourdir le débat, effectivement, parce qu'on s'achemine vers la fin de notre audition. Bon, ce débat est intéressant sur la judiciarisation ou sur la non-judiciarisation, et donc la prégnance du pouvoir administratif et politique, donc dans le maintien ou dans la levée d'un statut de DPS. Mais il est posé parce qu'on est dans une affaire particulière où, avec évidemment des détenus qui étaient tous les deux DPS, mais dont un faisait l'objet ou avait des demandes relayées par la société, par les élus, par la famille, de rapprochement familial, parce que c'était en jeu dans l'histoire d'Yvan Colonne, c'était pas tant son statut de DPS, c'est le fait qu'il empêchait le rapprochement familial, que c'était su par le pouvoir politique et que les critères de maintien ou de justifiant le maintien, ou ceux qui justifiaient le maintien, n'avaient plus rien à voir avec son parcours carcéral, qui était par ailleurs jugé très correct, sans incident. Et pourtant, il y avait refus de lever le statut, sachant qu'il y avait une implication qui était le rapprochement familial. Donc c'est quand même ça qui était en jeu, qui a fait dire à un certain nombre d'acteurs que c'est le traumatisme de l'assassinat, donc la dimension politique de l'acte, qui,
c'était venu se nicher dans les critères larges des PS, qui se référant uniquement à la situation pénale ou à la supposée, dans le temps, supposé lien à mouvance terroriste ou le supposé risque d'évasion, parce que par ailleurs il était jugé comme très faible par les praticiens du parcours carcéral qui sont venus le dire ici, mais c'était en lien au procès et à la situation pénale, donner une dimension politique. Bon, je veux dire, c'est Madame Belloubet, tout en disant qu'il n'y avait pas de gestion politique des détenus, nous a reconnu que concernant les détenus basques et corses, il y avait quand même une ingénierie particulière en raison de critères larges les concernant. Ce sont ces propos ici devant cette commission. Bon, il ne me semble pas que dans les propos que je viens d'entendre ici, on y ait cette possibilité d'avoir une analyse politique contextuelle concernant des individus qui permettait d'avoir ce genre de décision, puisqu'il me semble qu'il y a bien une convergence de propos où dans les critères des instructions ministérielles 2007, 2012 et 2022, hein, dans les propos de Laurent Ridel d'ailleurs, il le dit, le caractère large des critères au sens réglementaire permettait d'avoir cette gestion politique avec la décision politique, puisque in fine, c'est ce que Local le disait aussi, le garde des Sceaux n'est pas lié par les commissions locales d'EPS. Hein. Les commissions locales d'EPS sont des avis. Bon, preuve en est dans les cas en espèces, sur un des 3 détenus, c'était l'objet du contradictoire avec Jean Castex, pas plus tard que la semaine dernière. La commission locale de Poissy donne un avis favorable à la levée pour la 3e fois, dans une demande de rapprochement familial, et il prend une décision le 31 décembre, un mois après, qui est une décision contraire, donc politique, non fondée sur l'avis, pour maintenir le statut. Voilà. Bon. Et ensuite, l'élément, je crois que je ne sais plus qui en a fait état, par rapport à la question des recours devant le tribunal administratif, il y a quand même un des éléments de l'archéologie, de l'histoire des demandes de maintien ou de levée du statut de PS d'Yvan Colonne, c'est notamment le tribunal administratif de Toulon qui met en exergue un excès de pouvoir en 2011 et une fausse commission locale des PS qui s'est tenue. Mais en donnant cour d'appel administratif de Marseille qui donne raison au tribunal, qui donne raison aussi, et c'est le Conseil d'État qui donne raison à la chancellerie, mais sur le simple fait qu'on se réfère au fait que l'avis n'était pas lié, que c'est quels que soient les avis, c'est le ministre qui choisit. Mais ça n'enlève pas l'intention de nuire qui a été fomentée et qui est identifiée par le tribunal administratif de Toulon, où il y a bien une fausse réunion anonyme qui s'est tenue avec des faux documents donnés par l'administration pénitentiaire et par la DAP de l'époque, en 2011, concernant Yvan Colonne. Vous voyez ? Donc la difficulté de trancher ce débat, je l'entends. Moi, je l'entends pour partie pour l'avenir, hein, de la question. Néanmoins, il y a aussi un besoin de reconnaissance de ce qui s'est passé. Voilà. Et que la question qui se pose, c'est comment fait-on, étant entendu qu'en l'espèce, ce n'est pas parce qu'ils avaient tous les deux un statut d'espèce que ça empêchait, dans une centrale où il n'y a que 127 détenus, où il n'y avait que 15 DPS, où il n'y avait pas de sureffectif, même s'il y avait l'absentéisme et qu'il y a des problèmes de moyens qui se posent, où il n'y avait que 4 TIS. Comment ça se fait ? Alors que une des conséquences, la seule conséquence du statut d'EPS, c'est la surveillance accrue. Comment ça se fait que ça se soit passé ? Voilà. On n'est pas à Fleury-Mérogis, ça, là. Comment ça s'est passé ? On est dans la loi des petits nombres. Voilà. Voilà, c'est juste un guise d'interrogation par rapport au débat qui a été, y compris initié avec d'autres, dans les conclusions à venir. C'était ça que je voulais préciser en la matière. Mais en tout cas, il me reste à vous remercier sincèrement pour l'ensemble de vos propos, d'avoir nourri les travaux de notre commission avec beaucoup de détails et beaucoup de sincérité, de clarté, je dois le dire. Je dois vous dire aussi que même si vous n'avez pas donné des avis sur les avis, je dois vous dire aussi que j'ai trouvé que vous avez joué franchement le jeu de la commission. Je dis ça parce que ce n'était pas le cas de tout le monde devant cette audition, hein, d'autres acteurs. Vous vous référerez à ce que je dis si vous venez à lire l'ensemble des comptes rendus écrits nombreux de cette audition pour les suites. Mais sincèrement, je vous remercie pour le contenu de vos propos et le débat contradictoire qui s'est fait jour et qui vraiment contribue à nos travaux. Merci. Merci. Merci beaucoup.